Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Nous avons la chance ce soir d'être accompagnés de Valérie Gastaldi et on va parler analyse technique, hein, puisqu'on va se pencher sur l'identification des supports et des résistances solides. Alors, avant que nous démarrions et que je vous parle un petit peu d'IG, je vais laisser une minute à Valérie pour se présenter. Déjà, bonsoir à tous, bienvenue pour ce webinaire. Donc je suis analyste et même plus précisément en fait stratégiste dans la mesure où à la suite de mon analyse, je formule des recommandations et des stratégies pour investir sur les marchés financiers. Depuis 25 ans chez Day by Day et auparavant j'avais été market maker au moment en France où les options sur action et les options sur indice ont été cotées pendant quelques années. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à utiliser l'analyse technique après avoir été formée d'abord à l'analyse fondamentale et m'être rendu compte que c'était totalement inutile pour répondre à mes besoins. Et puis, plus le temps a passé et plus j'ai utilisé l'analyse technique. Elle a beaucoup, 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 beaucoup de défauts, mais quelques avantages, pas très nombreux, mais indispensables pour faire du trading, et notamment la possibilité d'identifier des supports et des résistances qui permettent de gérer le risque de façon efficace et donc de faire du trading en gagnant de l'argent. Voilà. Et je vais vous proposer de repérer ces niveaux clés sur les graphiques. Parfait, bah écoute, merci beaucoup Valérie. Alors, je vous présente juste quelques slides sur IG. Puisque vous êtes nombreux à nous rejoindre en ce moment, toujours plus nombreux. L'actualité l'explique. Juste pour vous faire un petit point sur IG. Alors oui, effectivement, l'avertissement, j'allais oublier. Alors je ne vais pas vous le lire, mais vous l'avez vu passer. Tout ce que va dire Valérie, c'est son point de vue. Voilà, c'est sa lecture du marché. C'est absolument pas un conseil ou une recommandation. Voilà, donc gardez juste ça à l'esprit. Nous sommes leaders de l'investissement en ligne. On est basé à Paris. On est déjà présent depuis 17 ans en France, leader mondial du trading, plus de 381 000 clients à travers le monde, basés, enfin cotés à la Bourse de Londres. Donc voilà, vous rejoignez un broker de qualité, solide, régulé, avec un service client de qualité et des outils performants. Donc voilà, c'est très important de bien s'entourer quand vous vous lancez. Eh bien, sur ces quelques mots, je te laisse la parole, Valérie. Bon, on va commencer d'abord par donner les définitions des supports et des résistances. Donc d'abord, un support, c'est un niveau qui se trouve en dessous du dernier cours connu. Et la résistance, elle va être au-dessus du dernier cours connu. Mais surtout, ce qui compte, c'est que le support, ça va donc être une zone sur laquelle les prix peuvent rebondir, et c'est une zone qui correspond à une zone de peur. Quand on arrive sur un support, on doit plutôt ressentir de la peur, soit pas forcément parce que vous n'êtes pas nécessairement un reflet de l'ensemble du marché, mais la majorité des gens dans le marché doivent plutôt être inquiets, avoir peur au moment où on arrive sur le support, parce que quand on arrive sur le support, bien entendu, on arrive en baissant, alors qu'à l'opposé, les résistances, donc ce sont des zones de prix en dessous desquelles les prix peuvent se replier, et ce sont des zones qui vont correspondre à un certain enthousiasme, à de l'optimisme, donc en général à de bonnes nouvelles. Donc souvenez-vous bien de ces émotions qui accompagnent la formation de ces niveaux de support et de résistance. Donc bien entendu, voilà, je vous mets un petit graphique simple qui montre, je sais même plus ce que c'était, mais j'avais trouvé une valeur qui vraiment évoluait très très à plat et avait testé son support et sa résistance, qui n'était pas particulièrement précis, ça devait être une devise, qui n'était pas particulièrement précis. Vous voyez que c'était des zones, et vous voyez ici les pics que l'on a. Ben, quand le marché avance très très vite comme ça à toute allure et faire un pic, c'est qu'on avait un enthousiasme absolument extraordinaire et que les gens étaient persuadés qu'on allait
dépasser la résistance, mais en fait, on ne la dépasse pas. C'est vraiment l'illustration typique de la résistance, c'est quand le marché s'emballe d'enthousiasme et puis en fait, son emballement tourne court et il redescend sous le niveau. La résistance a bien fonctionné. Alors, pourquoi a-t-on des niveaux de support et de résistance sur les marchés? Alors d'abord, avant de parler des niveaux de support et de résistance, on va d'abord parler des tendances, parce qu'en fait, ces supports et résistances, bien entendu, ils organisent les tendances. C'est le moment où on a des retournements sur les marchés financiers, donc des retournements de tendance. Donc dans les tendances, ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand on a une baisse ou une chute, c'est que on a des vendeurs qui sont plus pressés de vendre que les acheteurs ne sont pressés d'acheter. Souvent, on dit il y a plus de vendeurs que d'acheteurs ou il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Mais ça, c'est complètement incorrect de dire ça. Parce que pour faire une transaction, il faut forcément un acheteur et un vendeur. En revanche, il y a des moments où les acheteurs, ils sont pressés de vendre et donc ils acceptent de baisser le prix auquel ils vendent, alors que les vendeurs, eux, pardon, qu'est-ce que je vous ai raconté? Les acheteurs, ils sont pas pressés d'acheter, donc ils baissent le prix auquel ils veulent acheter, alors que les vendeurs, eux, sont pressés de vendre et donc ils sont prêts à vendre moins cher qu'auparavant. Donc ça, c'est typiquement ce qui se passe pendant une baisse. Et en fait, pendant la baisse, tant que la tendance se développe, le sentiment qui est dominant, c'est que les gens agissent et les vendeurs vendent de plus en plus bas parce qu'ils ont peur de perdre plus. Ils se disent toujours, si j'attends demain, bien demain, je perdrai encore plus. Alors que dans la hausse, donc c'est vraiment une situation où le pessimisme est installé. Dans la hausse, au contraire, ce sont les acheteurs qui sont pressés d'acheter et qui donc sont prêts tous les jours à payer un peu plus cher qu'ils n'étaient prêts à payer la veille, alors que les vendeurs, eux, ils n'ont pas envie de vendre grand-chose, ils sont pas très motivés, et donc ils n'acceptent de vendre qu'à des prix qui sont de plus en plus élevés. Le sentiment qui va dominer, c'est que les gens qui achètent et qui poussent la tendance plus haut, c'est parce qu'ils ont envie de gagner. Donc, si vous avez certainement entendu dire que les marchés financiers étaient dominés par justement ces deux émotions, l'envie de gagner et la peur de perdre. C'est vraiment ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est l'envie de gagner qui domine dans la hausse et la peur de perdre qui domine dans la baisse. Et alors, quand on arrive aux extrêmes, entre donc les deux tendances, bah, pendant qu'on a baissé, on a eu cette peur de perdre. Et pourquoi est-ce que le marché va réussir à rebondir? En fait, le marché rebondit parce que les vendeurs n'ont plus rien à vendre. Plus rien ou plus rien aujourd'hui de disponible à vendre. Pas parce qu'il y a des bonnes nouvelles. Parfois, il se trouve qu'il y a une bonne nouvelle, bien entendu. Mais en fait, si vous êtes vraiment attentif, vous vous rendrez compte que des bonnes nouvelles, dans la baisse, il y en a eu sans doute une ici, il y en a eu sans doute une là, il y en a eu une ici, il y en a eu une là. Et pourquoi est-ce que c'est celle-là qui fait rebondir et pas les précédentes? C'est pas parce que la nouvelle est meilleure, c'est juste parce que les gens avaient déjà tellement vendu que finalement, quand on est arrivé là, et qu'il y a eu une nouvelle bonne nouvelle, les vendeurs, ils avaient plus rien à vendre et du coup, on a eu quelques acheteurs qui sont arrivés avec la bonne nouvelle et ça a complètement changé l'équilibre du marché, l'équilibre des prix. On a réussi à retourner la tendance. Exactement de la même façon, quand on arrive au sommet, donc rappelez-vous, on a eu cette tendance haussière au cours desquelles les gens voulaient acheter parce qu'ils avaient envie de gagner, ils étaient persuadés que s'ils les achetaient, ils allaient pouvoir gagner. Donc on est dans un univers où on a des bonnes nouvelles et en fait, à un moment, la tendance s'arrête et on fait un point haut alors que les nouvelles sont toujours bonnes, juste parce que les gens n'ont plus d'argent pour acheter plus. Alors plus d'argent pour acheter plus, ça veut dire que d'abord on a investi toutes ses liquidités et en plus souvent on a même pris du levier.
hein, donc ce qui vous permet d'avoir des positions encore plus importantes que ce que vous auriez pu avoir. Et donc quand on se retrouve dans cette situation-là, eh bien, il n'est même pas nécessaire d'avoir une mauvaise nouvelle pour que le marché se mette à baisser. C'est juste que comme il n'y a plus suffisamment de gens qui sont là pour acheter, dès qu'il y a quelqu'un qui veut vendre, et il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des gens qui veuillent vendre, parce qu'il y en a eu pendant tout le temps le marché monté. Donc il y a à nouveau quelqu'un qui va se présenter pour vendre à un moment donné, mais il va plus y avoir suffisamment de gens pour faire la contrepartie, et donc les prix vont commencer à baisser doucement. Je vous montre par exemple ce graphique qui est, je suis désolée, un petit peu vieux, mais qui illustre tout à fait, parce que c'était vraiment un cas d'école sur LVMH. Donc ça, c'est les cours de LVMH en 2023. Ici, c'est début 2023. On a déjà beaucoup monté auparavant. Ici, ce jour-là, donc vous voyez qu'on est quand même toujours très près des sommets, hein. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, le sentiment dominant à ce moment-là, c'est que quand on avait baissé, c'était une opportunité pour acheter parce que tout le monde disait, oh, mais de toute façon, LVMH, c'est pas compliqué. Ils montent leur prix tous les ans de 10% et les gens continuent à acheter. Et on voit pas pourquoi ils continueraient pas à acheter parce que les Chinois sont de plus en plus riches et c'est eux finalement qui portent énormément cette croissance de LVMH. Donc il y avait vraiment un consensus qui était extrêmement haussier. Et ce jour-là, LVMH a publié des résultats qui étaient bons. Hein. Là, c'est le petit récap qui est fourni par la plateforme que j'utilise, qui est une plateforme du London Stock Exchange, et qui dit qu'on a eu une surprise positive lors de cette publication. C'est-à-dire que non seulement les résultats étaient bons, surtout ils étaient meilleurs que ce que le consensus attendait. Donc, normalement, en théorie, c'est quelque chose qui doit faire monter les prix. Alors, le jour où c'est publié, ça n'a pas franchement fait monter, mais bien sûr, en général, les journalistes vous disent, oh bah c'est des prises de profit parce que c'est une bonne nouvelle, mais ça va remonter demain. Et en fait, c'était le plus haut. Ce qui est très drôle, c'est que début 2024, on a eu en janvier, quand ils ont annoncé les résultats annuels, enfin le dernier trimestre de l'année 2023, on a eu une mauvaise surprise. Vous voyez ici marqué surprise hein, à la publication suivante. Vous voyez marqué ici surprise moins 8%, c'est-à-dire que LVMH a annoncé que leur bénéfice était 8% en dessous de la moyenne qui était attendue par le consensus. Et les prix ont explosé à la hausse. Donc, ça a fini par rebaisser. Hein. Ce sont des niveaux qui sont des niveaux locaux. Mais vous voyez que les nouvelles, bonnes ou mauvaises, c'est pas si simple que ça de les utiliser pour faire du trading parce que parfois il se passe exactement le contraire de ce que la nouvelle en théorie devrait provoquer. Et ça, c'est parce que justement, il y a un moment dans le marché où les gens ont investi tout leur capital, tout ce qu'ils pouvaient investir sur LVMH, ils l'ont déjà investi. Et là, en revanche, les gens avaient déjà suffisamment allégé par rapport à ce qu'ils pouvaient envisager de faire. Alors, on parle de support et de résistance. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on fait du trading, si on veut faire un trading rationnel, il faut utiliser les supports et les résistances pour organiser ses prix d'entrée et ses prix de sortie. On va acheter au-dessus d'un support, mais le plus près possible du support, et on va vendre en arrivant sur une résistance le plus près possible de cette résistance. Alors, il y en a plein des résistances, il y en a plein des supports. Et donc, bien entendu, la difficulté, surtout quand on démarre, c'est de trouver les supports et les résistances les plus importants, bien entendu. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on appelle support et résistance Qu'est-ce que vous pouvez trouver sur un graphique vous pouvez appeler support résistance? Alors, bien entendu, tous les points hauts et tous les points bas. Tous les points hauts sont des
début de résistance, enfin c'est les premières résistances, puisque si ça a été un point haut, c'est que à ce niveau-là, il y a eu une inversion de la demande qui s'est faite, et en arrivant sur le point haut, les acheteurs étaient les plus dynamiques, et quand on a rebaissé à partir du point haut, les vendeurs étaient les plus dynamiques. Donc on a eu cette inversion de l'offre et de la demande qui a créé une première résistance. Après, on peut avoir un support en joignant deux points. Et le problème, c'est que joindre deux points, c'est super facile sur un graphique. Des points, il y en a partout. Donc, des lignes qui joignent deux points, il y en a partout aussi. Il y en a une infinité. Donc, il vaut mieux joindre plutôt trois points que deux points. Déjà, si on cherche à tracer des lignes qui ne font que joindre trois points, on en a beaucoup moins et ça filtre une bonne quantité de niveaux différents. Les moyennes mobiles servent parfois aussi de support ou de résistance. Les retracements de Fibonacci, donc ça, il faut les appliquer au bon mouvement. C'est un petit peu un art plus qu'une science, mais enfin, les retracements de Fibonacci et tout particulièrement le retracement de 38%, voire celui de 50% sont très pertinents. Les bandes de Bollinger sont connues pour pouvoir faire office de support. Et bien entendu, il ne faut pas oublier que quand vous avez un support ou une résistance, ils ne sont validés que sur le cours de clôture de la période du graphique que vous regardez. Donc si vous êtes en train de tracer des supports et résistances sur un graphique en base quotidienne, vous tracez votre niveau de support, mais vous n'aurez la confirmation qu'il est enfoncé ou bien alors que la résistance est dépassée qu'à la clôture. Un franchissement pendant la séance n'est pas un signal. Donc, ça fait beaucoup de niveaux. Ça fait beaucoup de niveaux et du coup, parfois, je vois des gens qui font des graphiques un petit peu comme celui que je vous montre là. Alors, ça, il faut pas faire. Parce que les niveaux de support et de résistance, on l'a dit, c'est pour organiser le trading. Et le trading, c'est quelque chose qui doit se faire avec l'esprit clair, pour des raisons qui sont des raisons clairement identifiées. Certainement pas par émotion. Et quand on a un graphique comme ça, des raisons de faire du trading, on en a partout. Donc en fait, on n'en a aucune parce que on peut pas tout le temps acheter ou tout le temps vendre et acheter plusieurs fois de suite dans la baisse, c'est pas possible. Une fois qu'on a acheté, on a acheté. Donc il ne faut surtout pas avoir ce type de graphique. Moins vous avez de choses sur votre graphique, mieux c'est. Un graphique d'un trader efficace, il a très très peu d'éléments qui sont tracés. Alors donc, il va falloir différencier l'ensemble de tous ces supports que vous pouvez potentiellement tracer sur un graphique. Donc la première règle que tout le monde connaît, c'est que bien entendu, plus un support est testé, plus il est fort. Donc plus il a de points différents, plus il joint de points, plus il est important. La deuxième règle que je mettrai, c'est que seuls les niveaux horizontaux sont utiles pour la décision. On verra ensemble, si vous voulez, tout à l'heure des exemples. Tracer des lignes avec des points qui montent ou qui descendent, ça ne sert strictement à rien pour faire du trading, à rien du tout. Donc n'en tracez pas. Ne tracez que des niveaux horizontaux. Ensuite, il y a deux niveaux de Fibonacci qui sont particulièrement utiles. Dans une hausse, le retracement de 38% du mouvement précédent a plus de force que n'importe quel autre niveau sur le graphique. Alors, c'est pas facile à utiliser, je sais, vous avez mis retracement de quoi? On fera des exemples, on regardera ensemble. Dans la baisse, si la baisse a un petit peu de vitesse, c'est plutôt le retracement de 50% qui a le plus de force. En fait, c'est moins clair. Quand on est dans une tendance qui est baissière, les reprises dans les baisses sont en général plus volatiles que ne sont les corrections dans les hausses.
Donc là où dans une hausse, il faut plutôt organiser le trading autour des replis de 38%, dans une baisse, il faut plutôt organiser les ventes autour d'une reprise de 50%. Alors après, les niveaux d'invalidation sont les niveaux les plus importants d'un graphique. Donc les niveaux d'invalidation, je vous le rappelle, ce sont les niveaux qui retournent les tendances. Il y a des webinaires qui ne font que parler de ces niveaux-là parce que il faut vraiment apprendre à les identifier. Il n'y a qu'une seule chose à savoir faire en analyse technique, c'est ça, c'est savoir identifier les niveaux d'invalidation corrects. Donc ces niveaux d'invalidation, c'est dans une tendance haussière, c'est le dernier creux qui a permis de rejoindre un nouveau sommet. Dans une tendance baissière, c'est le dernier sommet qui a permis de rejoindre un nouveau creux. Voilà, c'est très simple comme définition, mais souvent les gens ne l'appliquent pas comme il faut. Et enfin, souvenez-vous, quand on est en consolidation, parce que là je vous ai dit dans la hausse, retracement de 38%, dans la baisse, retracement de 50%, et bien si vous êtes en consolidation, il n'y a pas de support et de résistance qui fonctionne. C'est normal. En fait, si vous travaillez bien, que vous travaillez longtemps, que vous vous rendez compte que dans les tendances, vous arrivez à correctement identifier les bons niveaux, que, eh bien, en fait, quand vous ne trouvez plus les niveaux ou quand vos niveaux ne marchent plus, il y a de fortes chances que c'est que le marché est en consolidation. Voilà, enfin moi c'est un truc que j'utilise parce que je sais que bon, j'ai fait suffisamment longtemps que je cherche des niveaux sur les graphiques pour savoir les identifier de façon généralement pertinente. Et quand j'arrive plus à les trouver, et ben c'est qu'il y en a pas. Et que donc le marché est en consolidation et que donc il faut pas faire de trading dans un marché en consolidation. Ou alors il faut utiliser des tactiques qui ne sont pas basées sur l'analyse technique, qui sont des tactiques contrariennes. Donc voilà les éléments différenciants dont il faut tenir compte. Alors multiples tests. Ici, on a un support qui avait été testé 3 fois, qui a été enfoncé. Et on est repassé au-dessus de ce support parce que, en fait, les cas où on enfonce un support et après, comme ici, on enfonce le support et on revient tester le support pour repartir à la baisse, quand on a ça, ça s'appelle une polarité, c'est-à-dire qu'un niveau qui avait été support vient servir de résistance. Quand vous voyez ça, vous avez la confirmation, vous devez avoir la suspicion très forte que vous êtes en tendance baissière. Mais tant que vous n'êtes pas en tendance baissière, je vous dis, les niveaux de support et de résistance, ils fonctionnent pas très bien. Et un support ne devient pas nécessairement une résistance. Donc, on est ici, dans cette zone-là, on était en consolidation. Il n'y avait ni tendance haussière ni tendance baissière. On tente de sortir de consolidation, mais en fait, on n'a pas encore bâti cette tendance baissière parce que quand on enfonce ce niveau ici, on n'a pas encore d'organisation des creux et des sommets sur le bon horizon de temps. On a 3 sommets qui sont plats et on a 3 creux qui sont plats. Et on a un premier creux ici qui est en dessous des précédents. Mais le précédent sommet, il est là. Et donc, en fait, on n'a pas 2 sommets en hausse et 2 creux en baisse qui sont indispensables pour définir une tendance baissière. Il nous faut 2 sommets. Pardon, j'ai dit 2 sommets en hausse et 2 creux en baisse. On n'a pas encore 2 sommets en baisse et 2 creux en baisse. On va les avoir. Ces 2 sommets en hausse, on va les avoir quand on va commencer à baisser ici. On va se dire, ah tiens, on a peut-être un deuxième sommet. Et quand on aura enfoncé ce niveau-là, avec le gap d'ailleurs, là, on va avoir le début d'une tendance baissière. Mais ici, pour le moment, on ne l'a pas encore. Et donc, quand on a la tendance baissière qui vient se mettre en place, vous voyez que le précédent creux ici vient servir de résistance. On a notre polarité qui est venue fonctionner. Et d'ailleurs, un peu plus bas aussi, on avait un creux,
rebondit une fois dessus et on l'enfonce. Hop, quand on revient, on bute dessus et on repart à la baisse. Donc ici, on a polarité qui vient de nous confirmer que JC2Co est en tendance baissière, alors qu'auparavant, ici, quand on était dans la consolidation, on n'avait pas de polarité. C'est parce qu'on n'avait pas de tendance. Alors, on reprend ce LVMH. Depuis 2022, alors donc ici c'est on a ici la période de l'invasion de l'Ukraine par la Russie avec la chute des marchés, puis on fait un point bas, on met un certain temps, on se stabilise. On tente de partir à la hausse là, mais c'est encore, en fait, vous voyez, on est encore sous les sommets récents. Donc, on ne sait pas encore très bien si on est sorti de la consolidation et qu'on est déjà dans une tendance haussière nette ou pas. Et en fait, comme on n'a pas encore une tendance haussière qui est très marquée, après ce premier élan, eh bien, on a une consolidation qui est relativement profonde. Et puis, on repart, on refranchit les précédents sommets. Et là, quand on s'arrête de monter et qu'on voit qu'on commence à consolider, donc quand on est par ici, bah, on peut calculer tout de suite le retracement de 38%, il est là. Alors, c'est pas toujours ultra précis, hein, mais vous voyez que le marché, en fait, s'arrête sur le retracement de 38%. En fait, il tente de l'enfoncer, il reste calme encore un petit peu, il revient tester le niveau et après, il part franchement à la hausse. Quand on vient et qu'on enfonce par là, on se dit bon bah ok, la hausse est peut-être un peu interrompue, elle s'arrête. Eh bien, le marché, il va aller chercher ici le point bas, c'est 38% de retracement de la hausse précédente. Et là, on arrive en 2023. On a ce nouveau sommet et puis on commence à baissauter et là, ah tiens, il y a quelque chose qui change parce que finalement ici, le niveau de 38%, il est enfoncé. Donc, bien entendu, toutes les actions ne montent pas au ciel. C'est normal qu'il y ait un moment où le niveau de 38%, il arrête de marcher. C'est le moment où justement, on va peut-être avoir ce retournement de tendance. En tout cas, il y a quelque chose qui a changé par rapport à ce qui se passait sur LVMH depuis le mois d'octobre, où les retracements étaient limités à 38%. Eh bien, cette fois-là, on enfonce le 38%. Donc la tendance s'est affaiblie. Déjà à court terme, elle n'est plus positive. À moyen terme, elle était toujours haussière. 2023, le niveau qu'on vient de voir, c'était ce sommet-là. En fait, ce graphique-là, il est en données quotidiennes et on est en mai 2023. Et vous avez ici l'année 2023, on est en barre mensuelle et donc le mois de mai, il est là. Donc, c'est la première fois où on vient casser le 38% de retracement. Et en fait, on a cassé le 38% de retracement, on a mis fin à la tendance haussière. Et puis après, petit à petit, on s'est mis à développer une tendance baissière de court terme, mais on a réussi à rebondir à moyen terme. Et en fait, on a rebondi à moyen terme. Vous voyez que cette baisse-là, en fait, elle est venue s'arrêter sur le retracement depuis 2020. Donc, le retracement depuis 2022, on pouvait le tracer, il a été enfoncé, il devait être par là. Mais le retracement depuis 2020, il a provoqué un rebond. Et quand on a eu enfoncé le retracement depuis 2020, c'est-à-dire là, on s'est dit, tiens, c'est quand même embêtant, on a un truc qui ressemble vaguement à un double top, c'est pas un double top, mais enfin, ça nous dit quand même qu'on n'a pas réussi à faire de nouveaux sommets. On enfonce le 38%. Alors, on va aller chercher 38% de retracement de la hausse précédente. Donc, ça doit être, ma flèche, elle doit être placée ici, ça doit être 38% depuis 2009 qu'on avait à ce niveau-là, donc 550, 540, je sais plus. Et en fait, ce niveau de 38% depuis 2009, il a servi à faire un rebond pendant
pendant 2 mois, on est allé chercher le plus haut 2 mois et demi plus tard, et puis après on est reparti doucement à la baisse et on a enfoncé il n'y a pas très longtemps quand j'ai préparé le graphique. Donc le 11 avril, on était en dessous. Donc là, comme on a enfoncé le 38% de retracement depuis 2009, on est quand même embêté parce que en fait, on n'a plus vraiment de 38% à calculer sur le graphique. Donc dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde le graphique en logarithmique et on va chercher le 38% en log. Il y a donc des chances pour que LVMH, d'ici 1 an, 2 ans, pas dans 2 jours, hein, que ça baisse jusqu'à 228 potentiellement, hein. Alors, on va peut-être commencer par rebondir un peu parce que vous voyez que on a enfoncé ce creux-là pendant le mois, mais on va tenter de clôturer le mois d'avril au-dessus. Donc, si on arrive à clôturer le mois d'avril au-dessus de ce support, on va avoir quelques mois de répit pendant lesquels on va tenter de rebondir. Mais il faudrait avoir un graphique plus court terme pour voir jusqu'à quel niveau potentiellement on peut rebondir. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, l'hypothèse que je ferais, c'est de prendre 50% de cette baisse ici. Ça me donnerait le niveau de rebond possible sur LVMH. Mais après, je m'attendrais à ce que ça reparte à la baisse et puis petit à petit que ça baisse, quoi. Enfin, LVMH a progressé en gros de 2009 à 2023, en dehors des accidents de marché qui l'ont fait baisser, mais sur sa force intrinsèque, elle a été quasiment tout le temps en surperformance par rapport au marché. Ce temps-là, a priori, est révolu pour un bon moment. Alors, d'abord, est-ce que vous avez des questions à ce stade-là? Parce que sinon, après, je vous propose, alors, soit qu'on regarde des valeurs qui vous intéressent, soit j'ai pris 2 valeurs, Interparfums et Imeris, que j'ai remarqué. J'ai trouvé que c'était des bons exemples pour vous illustrer justement le fait que ce 38% de retracement, il permet de bien comprendre comment on bascule d'une tendance dans une autre. Alors, on a quelques questions, Valérie, Oui. justement. Mm. Alors, une question qui revient souvent. Sur Oui. quelle échelle de temps faut-il les placer? Ben, toutes. Ça dépend de l'échelle de temps sur laquelle vous voulez traiter. Euh, c'est une question, c'est une question qui est à la fois simple et compliquée. Il faut que vous compreniez que sur un marché financier, on peut acheter ou vendre tout le temps. D'accord? Il n'y a pas de bonne décision. L'ouverture d'une position, c'est aussi intelligent d'acheter que de vendre. Sincèrement, vous pouvez tirer à pile ou face votre décision d'achat ou de vente. Ce qui compte, c'est le moment où vous allez revendre. C'est pas le moment où vous allez initier la position, c'est le moment où vous allez la clôturer. Si vous achetez en pleine tendance baissière, il va falloir que vous trouviez une façon de revendre plutôt très rapide. Donc, vous allez plutôt regarder des graphiques en base 5 minutes, 1 heure, ça dépend de l'importance de la tendance baissière et de la vitesse à laquelle elle se déroule. Mais si vous êtes un investisseur de long terme, que vous voulez investir pour votre PEA, ne regardez surtout pas des graphiques en base 1 heure, 2 heures, 4 heures, ni quoi que ce soit, parce que ça va vous donner des niveaux qui sont des niveaux qui n'intéressent que des investisseurs, qui sont des spéculateurs qui ne font pas bouger les marchés. Hein. Ne croyez pas que les algorithmes font les tendances. Les algorithmes font du bruit autour des niveaux clés des tendances, mais ils ne font pas les tendances. C'est toujours quand même des gens. Alors il y a des robots, mais qui reproduisent les comportements et les raisonnements de personnes humaines. Mais les tendances de long terme qui vous intéressent si vous voulez gérer votre PEA, il faut vous y intéresser avec des graphiques en base quotidienne ou mensuelle. Si vous voulez faire ce qu'on appelle du swing, vous allez plutôt regarder des graphiques en base quotidienne. Donc, on peut tout faire à tout moment. Enfin,
Voilà, je peux pas vous répondre autrement que ça. Vous faites sur les graphiques que vous voulez et vous allez avoir des objectifs en fonction du graphique que vous allez regarder. Je sais pas si ça peut vous éclairer un petit peu, hein, Bah mais écoute, je pense que c'était assez clair. Alors, on a une autre question. Est-ce que dans la programmation des webinaires, il est prévu de discuter de comment calculer et placer les stop loss? Ça, c'est quelque chose qu'on a on l'a déjà déjà vu. fait. Bah oui. Exactement. Voilà. Donc c'est pour ça que je pose la question à l'oral. Je vais vous envoyer le lien tout à l'heure du webinaire qu'on a déjà fait avec Valérie, mais justement, un webinaire existe là-dessus. Donc je vais vous envoyer le lien, comme ça vous pourrez le consulter. Et question, tout à l'heure tu parlais du dernier cours connu. Alors, est-ce que tu parles de celui de la veille? Après, j'imagine que encore une fois, ça dépend de l'échelle de temps du graphique, qu'on regarde. Alors, le dernier cours connu, c'est le dernier cours coté. Mais pour savoir si le support est rompu ou pas, ou si la résistance est dépassée ou pas, comme je vous le disais, il faut que vous attendiez la clôture de la période du graphique que vous analysez. D'accord? Donc, si vous analysez un graphique en base quotidienne, et que vous avez identifié sur le graphique en base quotidienne un support à un niveau X, eh bien, c'est seulement le soir à la clôture que vous saurez si votre support, il a tenu bon ou pas. Voilà. Et ça, bien entendu, je sais, c'est difficile à appréhender parce que ça veut dire que parfois, on n'a pas exactement les mêmes niveaux sur un graphique en base quotidienne, en base hebdomadaire et en base horaire ou 2 heures, etc. Mais ça, c'est parce que il faut comprendre que euh, en intraday, on peut avoir en intraday, autour d'un niveau hebdomadaire important, en intraday, on va avoir beaucoup de volatilité. Parce qu'un niveau hebdomadaire qui est important, ça va attirer dans le marché à l'achat des gérants de fonds, des assureurs, des gens qui ne traitent pas très souvent, mais quand ils traitent pour des montants qui sont extrêmement élevés. Et donc, le type d'ordre qu'ils passent, c'est pas un ordre à un niveau précis. Parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Et il faut qu'ils achètent beaucoup. Donc, ils achètent pas tout au même cours. Ils achètent dans une zone. Donc, ils vont passer des ordres qui vont être des ordres en VWAP. Il y a plein d'ordres qui leur permettent d'accompagner la variation du marché. Ils peuvent passer des ordres pour acheter systématiquement 0,1% du volume par minute. Enfin, donc, ils ne vont pas traiter sur un niveau précis. Vous, quand vous passez un ordre, si vous n'avez pas beaucoup de capitaux, vous placez un ordre et vous faites tout au même prix. Voilà. Si vous commencez à avoir un petit peu plus d'argent, vous verrez que parfois, eh ben, vous n'allez pas être servi pour la quantité totale au prix que vous demandiez. Parfois, on va vous répondre 3 ou 4 prix. Donc, en fait, plus l'horizon de temps est important, plus les gens qui interviennent sur les niveaux vont avoir des capitaux importants et donc moins le cours auquel ils vont traiter va être précis. Voilà. Donc c'est pour ça que sur un graphique hebdomadaire, il faut avoir une certaine tolérance autour du niveau qui va être plus importante que la tolérance que vous allez avoir sur un graphique intraday. Parce que sur un graphique intraday, si vous avez 2% de tolérance sur un graphique intraday, ça n'a pas de sens. Enfin, quand en ce moment, il nous est arrivé de faire 5% dans la journée, donc 2% à la rigueur, c'est limite. Mais dans un marché un peu plus normal, sur un indice en intraday, bien entendu, votre tolérance pour avoir un niveau qui est correct, ça va être du 0,1%, 0,2%. Donc sur le CAC, il faut que votre niveau il marche à 3 à 5 points. Mais si vous êtes en hebdomadaire, sur le CAC, votre niveau, il faut qu'il marche à 60, 70 points, 100 points s'il y a énormément de vitesse. 100 points, ça commence à être un petit peu beaucoup, mais enfin, voilà, il peut y avoir un décalage. Et surtout, le cours de clôture va faire foi.
Voilà ma réponse. Est-ce que ça a provoqué d'autres questions? Parfait. Non, non, tu as répondu à toutes les questions. Ok. Alors pour ceux qui me demandent si le webinaire de ce soir va être disponible, bien sûr, il sera disponible en replay. Donc de toute façon, vous le verrez. Et on a une petite demande. Alors, c'est Oui, pas ce que tu avais prévu, donc dis-moi, est-ce qu'on pourrait voir la courbe de Thalès avec ton commentaire, oui, bien sûr. j'imagine? Attendez, excusez-moi, il y a un téléphone qui sonne. Bien sûr. Moi, j'avais pris des exemples comme ça parce que je les trouvais bien, mais pas du tout dans l'actualité particulière. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que mon graphique il est tout bizarre? Euh, Ah ben oui, c'est parce que je suis pas, j'avais changé les dates. Voilà. Donc, on va prendre Thalès. Donc, vous voulez Thalès sur quel horizon de temps? Voilà, n'hésitez Qu'est-ce pas à qui vous répondre dans le intéresse? chat, hein. Bon, alors, de toute façon, je vais vous proposer une analyse sur Thalès, d'accord? Quand vous faites une analyse, quelle que soit la valeur que vous analysez, commencez par regarder un maximum d'historique. Toujours. Parce que c'est pas pareil d'analyser Thalès et vous voyez, bah, Thalès, elle est au plus haut, alors que si on regarde Valeo, eh ben, elle est au plus bas. Donc, bien entendu, ça va quand même changer pas mal de la façon dont on va utiliser, dont on va interpréter les données. Donc, Thalès, déjà, si vous en avez dans votre portefeuille, vous la vendez pas, parce qu'une valeur qui est au plus haut, on la vend pas. C'est juste une règle. Donc en mensuel, ça va très bien. On passe en hebdomadaire, on va mettre un petit peu moins de temps que ça, et on se rend compte en hebdomadaire, déjà, première chose, qu'ici on a un gros gap haussier, et que quand Trump a annoncé ses tarifs réciproques, eh bien on n'a même pas fermé ce gap haussier. Donc, elle est très forte parce que la plupart des titres, je sais pas moi, si on prend les SEB, bon, alors, elle était déjà en tendance baissière. Les tarifs réciproques, ils ont été annoncés ici, elle a continué à descendre derrière. Sanofi, tarif réciproque, boum boum. Bon, vous voyez que Thales, ça fait partie des valeurs dans le marché qui sont les plus fortes parce que sa réaction à la baisse a fait partie des réactions les plus basses. C'est normal, c'est une valeur qui était au plus haut, elle va toujours beaucoup moins baisser que toutes les autres valeurs. Euh, alors, ce que l'on peut regarder aussi, c'est les cours de clôture. Alors, quand on regarde le cours de clôture hebdomadaire et qu'on est mercredi, il me semble, je suis fatiguée, donc on est mercredi, hein, je crois. On sait que ce qu'on regarde, c'est pas la réalité parce qu'en fait, on ne sait pas encore ce dernier point s'il va être là ou s'il sera plus bas. C'est important de regarder, cela dit, le cours de clôture parce qu'on se rend compte que il y a des choses qu'on voyait pas du tout en barre. En barre, on avait l'impression qu'il y avait beaucoup d'hésitation dans ce marché. En fait, quand on se met sur les cours de clôture hebdomadaire, on voit qu'on a eu une mini consolidation sur cours de clôture hebdomadaire. Hein. Les vendredis soirs, ben, en fait, on a très très peu baissé sur les clôtures du vendredi soir. Donc, on a eu du bruit pendant la semaine. On peut se mettre aussi en bougie. Hein. On voit qu'on a eu une certaine amplitude pendant la semaine, mais cette amplitude, elle a été beaucoup plus faible sur les cours de clôture hebdomadaire. Encore une preuve de force. Et donc, on essaye en ce moment de faire un nouveau sommet et la dernière clôture la plus haute sur Thalès, elle était à 250. Attendez, hop, ouais, 250 apparemment c'est la clôture hebdomadaire la plus haute. Donc on est mercredi soir, on a encore jeudi et vendredi. Tant qu'on est au-dessus de 250 demain et après-demain, ça veut dire qu'on se prépare à une nouvelle clôture hebdomadaire record sur Thalès. Donc, encore un truc qui nous dit que la demande reste très forte sur Thalès. Alors, on peut déjà se mettre à placer des supports et des résistances, et bien entendu, le niveau le plus important qui va nous intéresser, ça va être le 38% up de
Voilà, donc moi ce que je fais, c'est que je place mon retracement et puis bon, on n'est pas à 30 centimes près, hein, mais 214,80, c'était le premier niveau de support. Alors, on va se demander jusqu'où ça va monter, bien entendu, mais c'est pas très important jusqu'où ça va monter. On sait que c'est haussier. Mais pour savoir jusqu'où ça va monter, on peut calculer des projections. Donc la première projection, c'est celle-là. Hop, donc on a une première projection à 288,86. Je vais l'arrondir à 90. Ça c'est ma R1. Et puis on en a une deuxième à 337,8. Hop, ça c'est ma R2. J'ai d'autres projections, hein, potentiellement à calculer. Voilà. L'autre projection qui peut compter, ça va être celle-là, mais bien entendu, vous voyez que cette grande projection, elle me donne un deuxième objectif qui finalement, le 62%. Pour les projections, j'utilise 100% et 62% et c'est tout, hein, parce que moins, c'est mieux que plus. Bon, R2, R3, hop, voilà. Donc déjà, à moyen terme, je vais enlever ça, j'en ai plus besoin, hein, j'ai mes informations. À moyen terme, j'ai mes objectifs possibles. Faut être souple, hein, sur les objectifs, ça marche pas toujours. Bon, maintenant, on va passer en daily. Qu'est-ce qu'on voit en daily? Bon, le niveau de 38% de retracement, il n'a jamais été enfoncé, hein. Donc, bien entendu, en hebdomadaire, il n'a jamais été enfoncé, mais en cours de clôture quotidienne, il n'a jamais été enfoncé. Et en fait, on a ouvert sous le niveau et boum, on est remonté tout de suite après. Et en cours de clôture quotidien, eh bien, on est déjà sur des nouveaux sommets. Vous voyez que ici, c'est le cours de clôture le plus haut en hebdomadaire. On va le mettre en épée. Et ça, c'est le cours de clôture le plus haut. Il est là en quotidien, 252,40. On le met en fin. Donc, on est sur des nouveaux sommets en quotidien. Alors, elle hésite quand même un petit peu. Et en fait, il n'y a pas de règle. On ne peut pas savoir si ce qui compte le plus, c'est le plus haut absolu ou les plus hauts en cours de clôture. Il y a en analyse technique, il n'y a pas grand-chose qui marche, hein, et ça notamment, on ne peut pas savoir si ça va marcher ou pas. Donc on regarde cette hausse là en quotidien. Je vais grossir pour que voilà. On regarde cette hausse et puis on voit que le 38% de retracement il est là. Donc, on place son support court terme, si on veut faire du court terme, et on va le mettre ici. On va regarder avec les cours de clôture. Oui, oh bah là, regardez comme il est beau ce niveau à 240,20. Pourquoi il est beau? Parce qu'en fait, il a été support, on l'a enfoncé, il a été résistance, on le franchit, et maintenant c'est le 38%. Donc, c'est vraiment le niveau idéal pour acheter. Alors, à défaut d'acheter à ce niveau-là, en fait, c'est le niveau en dessous duquel, si on enfonce 240, on ne sait pas très bien où ça va aller, parce que ça veut dire que ce mouvement-là, il est plus haussier, et donc potentiellement, on peut retourner sur ce point bas-là. C'est-à-dire qu'on reste dans la consolidation, hein, si on enfonce bientôt ce niveau-là, c'est qu'on reste dans la consolidation et il va falloir patienter encore un certain temps. Voire peut-être on va retourner la tendance à terme. C'est pas ce que ça nous dit. Si on enfonce 240, ça nous dit pas qu'il faut vendre parce que le Thalès va se mettre à baisser, hein. Ça nous dit juste qu'on ne sait pas par où on va passer, a priori, pour réussir à reprendre la tendance haussière. Donc, normalement, on n'a pas trop envie de rester à l'achat parce que être en position, c'est un risque et on ne prend un risque que si on a une bonne liste de raisons pour prendre ce risque. Et là, en fait, on n'a plus notre raison principale qui est la présence d'une tendance haussière. On se retrouve en tendance neutre.
Donc, est-ce qu'on achète à 244? Est-ce qu'on achète à 240,2? Est-ce que on achète à 252,40? Bah ça, on peut pas savoir. Hein, y a pas de règle. Il y a un moment où on décide d'acheter, mais tout est haussier. Et en tout cas, on va se stopper sous 240 avec un petit peu de bruit. Hein, il faut tolérer un petit peu de bruit. On voit qu'une bougie sur Thales, hop, ça fait une bougie d'une journée sur Thales, ça a en gros cette taille-là. Hein, avec ce que j'ai dessiné, j'ai la plupart des bougies. Et moi, j'ai tendance à m'autoriser comme bruit la moitié d'une bougie normale sous le niveau. Donc, si c'est 240, la moitié de ma bougie, ça va me mettre là, et je trouve que c'est 50%, donc 234. Donc, je vais plutôt potentiellement attendre un repli à 242 ou un truc comme ça, quoi, parce que faut que je me coupe à 234, sachant que sinon, je vais accompagner le mouvement jusqu'à 200, comme j'ai dit, 288, 90 dans son premier temps. Puis après, ça dépend si vous êtes court terme, moyen terme, etc. Bon, voilà, une stratégie sur Thales. Il y en a d'autres, hein. En tout cas, on peut pas vendre. Ça, c'est sûr. Il y a pas de stratégie intelligente qui propose de vendre sur Thales. Voilà. Alors, on Ça a vous une répond? question par rapport à ça. Oui, Oui. je pense que ça répond vraiment très bien à la question. Alors, une question technique, peut-on utiliser les points pivots pour faciliter les projections? Je sais pas ce que Bon, c'est ça, un point c'est pivot. Il n'y a pas de définition dans un livre d'analyse technique qui soit cité comme faisant partie du cursus pour devenir analyste technique professionnel qui parle de point pivot. Je suis désolée, OK, hein, bah voilà. voilà. Donc, il y a des tas de concepts hein, qui sont colportés et qui sont non définis. Bon, bah parfait. Une autre Donc, il question y a du des même supports, type, des hein. résistances et des niveaux d'invalidation en analyse technique. C'est tout. Il y a 3 types de niveaux, support, résistance, invalidation. Et l'invalidation, c'est forcément un support ou une résistance. Mais c'est un support ou une résistance qui a des qualités particulières. Parfait. Question un peu dans le même style. Est-ce que la méthode Ishimoku est pertinente pour l'intraday, le swing? D'une manière générale, qu'en pensez-vous? Voilà. Euh, bon, quand on débute, on veut utiliser des indicateurs. Ça C'est rassure. rassurant, je pense. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Oui, ça rassure. Dites-vous qu'un indicateur, ce sont des prix qu'on cherche d'une façon ou d'une autre à filtrer ou à encadrer. Mais c'est jamais que les prix. C'est juste que quand votre œil n'est pas aiguisé pour savoir de lui-même filtrer et trouver les choses importantes, eh bien, les indicateurs facilitent cette tâche. Et en fait, les indicateurs se sont développés et continuent à se développer parce que quand on veut automatiser le trading avec un ordinateur, ce que font les investisseurs professionnels dans les hedge funds, eh bien, on est obligé d'avoir des indicateurs. Ok. Mais un indicateur, c'est de toute façon une réduction des prix parce que c'est un prix qu'on a simplifié pour le rendre plus lisible. C'est l'évolution des prix qu'on simplifie pour la rendre plus lisible. Donc, il y a moins d'informations et c'est forcément moins pertinent. Sauf qu'il faut apprendre à distinguer les informations pertinentes du graphique des informations qui ne sont pas pertinentes. Et moi, je vous conseille d'apprendre à identifier les informations pertinentes et celles qui ne le sont pas, euh, plutôt que de vous appuyer sur des indicateurs. Mais je comprends que au début, quand on démarre, on veut regarder des indicateurs, mais c'est beaucoup moins pertinent que de regarder des prix. Voilà. Donc Ishimoku, c'est un indicateur, hein, et j'ai des avis assez arrêtés. Je pense que l'analyse technique, ça ne marche pas. La seule chose qui marche, c'est les supports, les résistances et les niveaux d'invalidation. Et donc, c'est la seule chose qu'il faut utiliser si on veut faire du trading. Parce que tout le reste, c'est
inefficace. Et je pense ça parce que il y a des gens qui sont des académiciens, pas académiciens de l'Académie française, hein, mais des académiciens au sens où ils travaillent dans des universités, c'est des chercheurs en finance, etc. Il y en a beaucoup qui ont fait de la recherche sur l'analyse technique, sur les indicateurs en analyse technique, et ils arrivent tous à cette conclusion que à long terme, ça ne produit pas de valeur ajoutée. Voilà. Donc, moi, je pars toujours du principe que si statistiquement ça marche pas, bah ça m'intéresse pas, parce que j'ai une chance sur deux pour avoir tort ou pour avoir raison. Parfait. Bah, Voilà. écoute, merci beaucoup Valérie. C'était, très clair. Beaucoup de remerciements pour la pédagogie et la qualité des explications comme toujours, donc merci. Et ça y est, on a fait le tour des questions. Bon, bah, et puis il est 8 heures quasiment, donc on va s'arrêter là parce que si je démarre quelque chose de nouveau, ça va être très long. Donc, il y a un moment, il faut aller dîner. Voilà. Bah, parfait. En tout cas, sachez que ce sera disponible dès demain en replay sur IG Academy et sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez revisionner, revoir les exemples et les différentes techniques pour bien identifier les supports et les résistances. Merci encore Valérie. Je vous en prie, bonne soirée.